Donc vous pourrez, bien sûr, voilà, poser vos questions au fur et à mesure et on les adressera, aux intervenants au moment des questions-réponses. Donc ça ne sera pas des questions à l'oral, mais bien à l'écrit puisqu'on est, assez nombreux, donc ça deviendra sinon, ingérable. Donc voilà, merci de bien les écrire au fur et à mesure et puis on mettra aussi un certain nombre de liens ressources dans le chat, qui seront que vous pourrez tous retrouver sur la page de la fac dédiée au pacte. Donc au fur et à mesure, on vous les mettra quand même, dans le chat pour que vous puissiez les consulter, à votre guise. Voilà, donc je vais donner la parole à Emma qui va annoncer, le programme de ce webinaire et bon, bah, bon webinaire et merci pour votre participation. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc ce webinaire va durer 1h30. On vous a mis ici un petit rappel des dates de clôture des appels à projets dans vos régions. Donc encore une fois, il y a différentes dates de clôture en fonction des régions que vous retrouvez ici. On vous a mis également les liens et les coordonnées plutôt de nos référents régionaux Label E vers lesquels vous pouvez vous tourner si vous avez des questions. Et notamment, comme va le présenter Paul, dans un cadre de consortium de structure. Donc, lors de ce webinaire d'1h30, on va alterner des temps de présentation par Paul et moi, des temps de témoignage avec nos différents intervenants et des temps de questions-réponses, comme vient de le dire Paul. Donc, la première partie consistera à évoquer tout ce qui est partenariat et partage de compétences et de la construction de projets de territoire, donc suivi par une période de questions-réponses, pardon. Ensuite, une deuxième partie sur la montée en compétences sur les fondamentaux de la gestion. La troisième partie sur l'accompagnement des agriculteurs au changement de pratique et ensuite le fait d'engager les agriculteurs dans la gestion durable et le label E pour finir par la mobilisation des acteurs réalisant des chantiers de gestion. On n'a pas évoqué l'ensemble des étapes ici et la trame qu'on a écrite et partagée sur le site de la fac, on mettra le lien, sera plus complète et on évoquera les suites à la fin du webinaire. Donc, Paul, je te laisse prendre la parole pour cette première partie. On ne t'entend pas. Pardon, j'avais coupé mon micro pour pas déranger. Oui, donc effectivement, on vous a préparé une trame de réponse à l'appel à projet, donc vous allez retrouver, on va vous mettre le lien. Et cette première étape-là, elle peut être commune avec l'autre volet, plantation en termes d'animation, puisqu'elle consiste à nouer des partenariats et partager des compétences, en vue d'une réponse en consortium. Donc on va voir, même si ça n'est pas ouvert dans votre région, c'est le cas pour Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Normandie, à notre connaissance, il y a quand même une manière de pouvoir déposer en collectif et en partenariat. Et puis une autre partie sur comment est-ce qu'on construit un projet de territoire. On dépose une feuille de route, stratégique. C'est quelque chose qui avait été exposé lors du dernier webinaire avec, le syndicat de Bas-Saint-Vincent, du Baléon. Donc là aussi, on vous mettra les ressources pour que vous voyez, bah, voilà, vous puissiez voir un peu comment ça peut se construire avec un exemple très concret. Donc si tu passes à la diapo suivante. Voilà, donc sur, nouer des partenariats et monter en fait un consortium de structures, ce qui nous paraît très intéressant et efficace et opérationnel par rapport à des questions et des thématiques de gestion. C'est le cas pour plantation, mais ça l'est encore plus pour le volet gestion. La première étape, bah, consiste à identifier déjà tous les partenaires potentiels, que vous pourriez, mettre autour de la table. Alors bien sûr, le temps est très contraint et restreint, donc on en a tout à fait conscience, donc c'est pour ça qu'on vous allez voir la manière dont c'est construit, là, on est vraiment à T0, mais il y aura la possibilité de redéposer un projet et un dossier, à N+2 puisqu'on est vraiment dans une dimension pluriannuelle avec ce pacte.
Donc là, vous aurez l'occasion d'enrichir en fait et de consolider votre dépôt, de dossiers et du coup d'élargir aussi votre consortium. Donc même si vous n'avez pas encore, eu le temps, vous n'aurez pas forcément le temps de mobiliser tous les acteurs, vous pourrez le faire dans un temps 2. Mais en tout cas et du coup, il faut bien prévisionner du temps pour, aller chercher d'autres volets d'expertise, pendant les 2 ans là de mise en œuvre déjà d'une première animation autour de la gestion. Donc, volet d'expertise tant sur le politique, l'économique, le technique, la sensibilisation, la méthodologie aussi, d'animation d'un territoire, et puis différents types de réseaux, parce que ça aussi c'est intéressant de pouvoir, bah, contacter, bah, voilà des CIBAM, des fédérations départementales des chasseurs, plutôt, aussi des groupements d'agriculteurs, des CUMA, voilà. Donc c'est vraiment l'occasion d'associer en fait plusieurs compétences qui vont vous permettre de développer, et d'inscrire vraiment la démarche et l'animation de territoire autour de la gestion durable, avec tous ces acteurs. Après, première prise de contact en bilatéral, bien sûr, puis des réunions collectives, parce que l'enjeu, ça va être de fédérer du coup ces partenaires autour d'un projet commun. Donc c'est là où on arrive après, juste après, sur la feuille de route commune, mais c'est vraiment arriver à identifier les missions et les compétences de chacun et comment elles peuvent rentrer en complémentarité par rapport à un projet commun qui sera porté par le consortium. Donc ça, c'est la première étape. Vous êtes peut-être en plein dedans pour certains. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine. Donc si tu passes à la diapo suivante, voilà et donc ça, c'est les réponses que l'on a eues, suite au COPIL avec le ministère de l'Agriculture sur le pacte. Il y avait plusieurs questions, sur la question du consortium, par rapport aux 5 volets qui sont, dans le cadre, national, hein, d'instruction technique. Il était question dans le cadre d'un consortium, notamment par coopération, est-ce que, si certains partenaires ne portent pas, des missions cœur, c'est-à-dire, gestion, plantation, mais plus sensibilisation ou mobilisation, est-ce que, ils peuvent être bien éligibles, à l'appel à projet du pacte? La réponse est oui, du moment où ils se rattachent bien à un projet commun, d'où l'importance de bien rédiger un projet commun qui intègre toutes les parties prenantes et où il y a un engagement, formalisé, donc soit une convention signée, soit au moins une lettre d'engagement dans un premier temps, pour bien rattacher tous les acteurs à ce projet. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce qui est apparu comme, question, hein, qui est remonté comme question, est-ce que le financement, est-ce que le temps de coordination est bien financé? Parce que, celui qui sera chef de file ou coordinateur de la coopération, dans le cadre d'un consortium par coopération, est-ce que ça peut être bien pris en compte? La réponse est oui, grâce au régime d'aide approche territoriale qui permet vraiment de financer la coordination. Si le régime d'aide, conseil approche individuelle est seulement ouvert et pas l'autre, par contre là, ça peut pas être pris en compte. Donc, il faut vraiment que les DRAF aient bien ouvert ce régime d'aide approche territoriale, ce qui permet de prendre en charge ce temps, de financement de coordination. Si le consortium n'est pas ouvert, comme je disais, Normandie, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, je pense qu'on est à jour sur sur les remontées des régions, hein. Et bien, il y a quand même la possibilité de déposer un projet, de manière individuelle, donc séparée. Chaque partenaire, ça ne vous empêche pas de vous réunir en partenariat et de dire: «Nous, on va déposer un projet commun». On a une convention commune de partenariat, même si elle n'est pas reconnue, stricto sensu par le pacte et la DRAF. Mais s'il y a le régime d'aide approche territoriale qui est bien ouvert, donc renseignez-vous, même si c'est fermé, le consortium, peut-être qu'ils ont ouvert le régime d'aide approche territoriale et là, vous pourrez répondre en collectif sans que ça soit une sorte de faux consortium. Voilà, donc ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Donc voilà, même si votre consortium est petit au début, c'est déjà une première logique, une première approche qui est vraiment, intéressante et qui vous permettra après d'être un terreau fertile pour la suite. Merci Emma. Donc, pour établir la stratégie territoriale, pluriannuelle, parce que je vous rappelle que pour répondre à ce pacte, il faut avoir une approche territoriale et un projet stratégique, à présenter, et vous serez, évalués et retenus, par rapport à la pertinence de ce projet. Donc, comme on le disait, la manière de le rédiger, bah, c'est en collaboration si vous allez dans cette voie du consortium qu'on vous conseille.
Et donc dans son contenu, bah, vous aurez, une première partie qui est le contexte territorial. C'est une trame qu'on vous propose évidemment, c'est pas une obligation, mais c'est pour vous guider un peu dans l'établissement de cette stratégie territoriale. Donc un contexte territorial avec, la présentation des différentes structures, qui participent à ce consortium, le périmètre d'intervention, des cartographies globales pour bien, se situer dans les enjeux du territoire. Un bilan des actions passées, si si vous les avez. Évidemment, si c'est tout à fait neuf, ben, vous les aurez pas forcément. Une feuille de route, du coup stratégique qui est inscrite dans la durée. Donc là, vous pouvez partir sur 3 ans, avec, bah, voilà, l'analyse des dynamiques locales. Donc là, les premières réunions pour, constituer ce consortium aidera. Mais si ça, vous ne l'avez pas encore, ce qui peut être normal vu le délai, vous pourrez, le consolider pour, l'étape 2 du dépôt. Le périmètre cartographique, là, ça on met plus localisé, hein. Et puis les objectifs communs, par partie prenante et de manière, collective avec les actions communes. Donc là, vous pouvez mettre l'ensemble des volets, là, nous, on va traiter uniquement du volet, animation gestion, mais en tout cas, vous pouvez déposer, l'ensemble des actions communes et puis, bon, l'articulation avec les autres dispositifs et programmes. Donc là, c'est vraiment l'inscription de l'action que vous allez conduire, dans les et son emboîtement avec les autres politiques, territoriales qui sont présentes sur votre territoire. Alors même si, enfin, on va le voir, peut-être que tout ne sera pas financé dans le lien en tout cas avec, ces politiques publiques, la possibilité de siéger dans les instances, ça nous semble hyper important. Donc si vous pouvez avoir la possibilité de le cofinancer par ailleurs, si ça n'est pas pris en charge par le pacte, ça nous semble hyper important. C'est vraiment ce qui va donner de l'efficacité à votre animation territoriale. Puis la maquette financière et la gouvernance associée. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'a présenté aussi, Yann Gouez, la dernière fois dans le webinaire, donc on va vous renvoyer le lien de ce passage-là dans la vidéo. Et puis il y a des exemples de stratégies territoriales qui ont été déjà déposées, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. On a mis aussi en exemple, donc merci à eux pour, le partage de ces ressources. Et puis, donc dans le cadre de ce premier dépôt, de ce premier projet, que vous déposez, on vous conseille vivement aussi d'inscrire, surtout si voilà, vous commencez sur la thématique de la gestion, la phase diagnostic qui permettra ensuite de consolider, une nouvelle feuille de route stratégique. Diagnostic technique, vraiment sur l'état qualitatif des haies, des pratiques de gestion sur le territoire. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui ont été développées, et il y en a une qui, est vraiment très intéressante et qui a été développée par, le CPUE des Pays creusois, qui a été repris aussi par la Fédération de chasse du Gers. Donc vous pouvez, aussi, vous rapprocher d'eux, on a mis des ressources pour, qui expliquent un peu cette méthode. Donc c'est vraiment, voilà une approche, territoriale, hem, donc qui s'appuie, à la fois, bah, sur de la statistique et à la fois sur une collecte de données, terrain, qui permet, voilà vraiment à travers un relevé d'indicateurs, simples qu'on retrouve d'ailleurs, enfin qui sont un certain nombre sont extraits du coup du plan de gestion durable des haies, mais qui permet de relever l'état qualitatif des haies et puis, les pratiques en cours, s'il y a des dégradations ou pas. Hem, donc c'est assez simple finalement pour, à relever sur le territoire. Donc c'est l'occasion aussi de former, d'autres acteurs pour collecter cette donnée sur le terrain. Parce que ça prend suffisamment de temps, c'est vrai, mais c'est vraiment l'occasion de former, d'autres acteurs qui font partie de ce consortium ou hors consortium, hein, partenaires, pour, établir ce diagnostic. Donc c'est un diagnostic assez simple, mais grandeur nature, enfin qui peut couvrir l'ensemble du territoire. Après, il y a la capitalisation des données, la rédaction du rapport, qui sera commun et qui vous permettra vraiment de dire: «Bah, voilà, comment est-ce qu'on peut agir maintenant pour répondre aussi à ces enjeux qui sont révélés dans le diagnostic technique». En parallèle, à mener aussi, c'est le diagnostic social, sur les pratiques et les visions, que les acteurs ont de l'AE. Donc c'est vraiment plus une approche, de ressenti, une approche sociologique en fait, hein, de l'AE. Donc là, c'est plutôt, comprendre en fait ce qui motive, ou ce qui freine les différents acteurs qui ont un lien avec l'AE. Donc c'est vraiment un état des lieux, des initiatives et puis, d'une collecte des visions des acteurs sur cette question-là.
Donc, c'est un autre pan, en fait, du diagnostic, mais qui n'est pas à négliger et qui est peut-être un peu moins, on a peut-être moins l'habitude aussi de le solliciter, puisqu'on est, voilà, plus un réseau d'approche technique et voilà, à N+2, c'est le vous pouvez redéposer, ce projet, du consortium avec une feuille de route stratégique qui sera consolidée avec, bah, une analyse territoriale beaucoup plus poussée, un élargissement potentiel du consortium et un redépôt de la feuille de route. Donc, on sait très bien que le temps est très court, donc faites au mieux déjà et mais ayez aussi tous ces éléments-là en tête pour intégrer dans ce que vous allez déposer, ce temps pour bien faire l'analyse territoriale, les diagnostics et la possibilité d'aller chercher d'autres partenaires. Il vous faut garder du temps. Voilà. Oui, ensuite, il y a un autre sujet qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est la montée en compétences sur les fondamentaux de la gestion durable. Donc, on parle bien de montée en compétences et pas de formation pour pouvoir être pris en charge dans le cadre du pacte en faveur des haies. Donc, pour nous, le label E, c'est un outil pédagogique pertinent pour l'ensemble des techniciens et des structures territoriales qui souhaitent monter en compétence sur la thématique de la gestion durable et toutes les méthodes d'animation qui permettent d'accompagner un groupe d'agriculteurs sur cette thématique parce qu'il intègre par l'ensemble de ces indicateurs tous les résultats qui sont attendus d'une gestion durable, qui sont adaptés à tous les types de haies ou avec différentes étapes clés d'accompagnement. Et donc, ce qu'on va vous décrire ici, c'est l'ensemble des niveaux de formation label haie, autant à destination des personnes qui souhaitent monter en compétences, mais aussi de ceux qui accompagnent la montée en compétences. Et on le verra par le témoignage de Florentin et David qui représentent ces deux parties. Donc, on a vraiment essayé de le faire par étapes, dans le sens où dans des territoires où vous commencez à aborder le sujet de la gestion durable, ça sera plus une question de se former aux fondamentaux de la gestion durable et peut-être d'être relais label haie. Et plus votre territoire a approfondi la question de la gestion durable des haies, plus vous allez vous former de plus en plus pour être auditeur label haie, par exemple, pour être formé au PGDH, pour être animateur d'un groupe d'agriculteurs et jusqu'à devenir, entre guillemets, expert de la gestion durable. Et donc, pour parler un peu plus de chaque type de montée en compétences, donc ce que nous, on a appelé fondamentaux à la gestion durable, c'est vraiment de connaître les prérequis à la gestion durable des haies, donc tout ce qui est enjeu autour des haies, les services écosystémiques rendus par les haies, de décrire l'état écologique d'une haie et tout ce qui est préconisation de gestion et mettre petit à petit les pieds dans les systèmes de valorisation de la haie bocagère. Ça, ce sont des cadres de formation que le réseau AFAC monte petit à petit avec des partenaires et donc qui n'est pas encore officiel et ouvert à tous, mais en tout cas, on est en train de le tester. Et donc voilà, peut-être qu'il sera bientôt ouvert à d'autres techniciens et techniciennes. Ensuite, on parlait de relais label haie. Donc là, c'est vraiment un premier pied dans le label haie pour vraiment accompagner, sensibiliser les agriculteurs aux enjeux et aux valeurs du label haie. Donc ça, c'est une montée en compétence sur un jour et demi qui est organisée par nos référents régionaux label haie, où David témoignera à la fin. Ensuite, pour des territoires qui sont, on va dire, plus engagés dans la gestion durable, là, on va plus se tourner vers la montée en compétences pour être auditeur label haie ou pour être formé au PGDH. Donc, pour être auditeur label haie, c'est une formation, une montée en compétences, pardon, on l'estime à 5 jours, qui est aussi encadrée par les référents régionaux label haie. Donc, ça consiste à avoir le socle de relais label haie, bien sûr, et en plus de ça, de savoir se former à un outil informatique pour réaliser les audits et de réaliser 2 audits. Donc, ça prend environ 2 heures par audit et de les faire valider par le référent régional label haie.
et également être formé au PGDH. Donc là, c'est une formation dans un CFPPA pour le module 1, qui est une formation avec un mix théorique et pratique sur 3 jours, et ensuite la réalisation et la correction d'un PGDH par un correcteur agréé. Et donc tout cela, on l'estime à peu près à 13 jours pour se former au PGDH intégralement. Donc on est agréé PGDH une fois qu'on a validé les 2 modules. Et enfin, pour un territoire qui déploie vraiment le label A, là, ça va être plus une montée en compétences pour devenir animateur ou animatrice label A. Donc là, c'est vraiment de savoir accompagner un groupe de gestionnaires qui est engagé dans la labellisation, autant d'une certification collective, donc ce qu'on appelle OCG, qu'une certification individuelle. Et donc là, c'est vraiment avoir des connaissances sur les procédures de certification, savoir communiquer sur le label A, faire des liens avec les personnes ressources, avoir un discours qui est adapté en fonction des publics cibles, et pourquoi pas envisager aussi des voyages d'études qui s'organisent de plus en plus. Et donc ça, on estime à peu près à 3 jours de montée en compétences. Et enfin, comme les fondamentaux de la gestion durable, il y a un cadre de formation qui est en cours de création par le réseau AFAC et d'autres partenaires pour devenir, entre guillemets, expert de la gestion durable. Donc, c'est le module le plus poussé. C'est le module 2 après les fondamentaux de la gestion durable. Et donc là, c'est vraiment savoir, au-delà de l'état écologique d'une haie et le lien avec sa gestion, c'est vraiment savoir face à une haie, quelle gestion faire, comment on organise des chantiers, comment on vient marquer les individus arborés et comment on valorise en fonction des haies qu'on a en face de nous. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais laisser la parole à Florentin et David. Donc, Florentin qui, lui, s'est formé à la gestion durable des haies, et David qui accompagne la formation, la montée en compétences des techniciens sur cette thématique de la gestion durable. Donc, Florentin, j'espère que tu es arrivé. Je suis arrivé. Parfait. Vous Eh bien, m'entendez écoute, je bien? te laisse la parole. Oui, on t'entend bien. Ok. Donc oui, par rapport à ma montée en compétences, donc ça fait 3 ans que je travaille sur la haie. On a commencé à travailler sur la haie au CPIE et on a commencé notamment par un diagnostic de territoire, celui que présentait Paul tout à l'heure. Donc, je vais reprendre un petit peu la présentation que tu as fait, Emma, donc par rapport aux fondamentaux. Moi, ma montée en compétences, donc ça a été à travers l'accompagnement de la fac dans ce projet de diagnostic territorial, qui m'a non seulement permis de maîtriser les indicateurs du diagnostic, donc qui sont repris sur le PGDH, et de les mettre en application sur. Alors moi, j'ai pas fait 400 km de haies, mais le diagnostic à peu près c'était ça. Donc sur une centaine de kilomètres de haies. Donc ça permet de bien maîtriser la chose et de voir des haies. Ça c'était très important. Ensuite, au CPIE, on a vraiment fait ce pari que je puisse monter en compétences et donc on m'a laissé du temps pour ça. J'ai pas eu suffisamment de temps pour vraiment faire de l'auto-formation, mais par contre, j'ai eu du temps pour suivre différents techniciens agroforestiers sur le terrain, que ce soit de Promé ou de la mission et Auvergne. Et la mission et Auvergne, notamment, est venue nous faire une formation en Creuse, ce qui nous a permis vraiment de nous transmettre ces fondamentaux. J'ai suivi aussi au début pas mal de journées de la fac, vraiment vraiment pas mal et sur différentes thématiques, notamment aussi végétales locales, etc. Ce qui m'a permis d'appréhender la thématique dans son ensemble. Et dans le même temps, parce que tout s'est fait à peu près en même temps, il y a eu la formation de base au label et l'information, et donc ce qui m'a permis d'avoir une vision un peu d'ensemble. Ensuite, sur le label E spécifiquement, c'est l'accompagnement de la fac à travers les formations qui ont été présentées et également la formation PGDH qui m'a permis d'apprendre à utiliser l'outil. Et ce qui m'a permis de conforter ces compétences, c'est de les mettre en pratique sur le terrain, notamment à travers un gros projet avec l'agence de l'Oise-Garonne, les PSE,
Donc j'y suis aujourd'hui. Là, il y a 10 minutes, j'étais avec un agriculteur en train de faire des pré-audits. Et donc là, ça me permet de faire une trentaine de pré-audits sur le territoire, ce qui me permet de bien maîtriser l'outil et sur la montée en compétences, de questionner la fac aussi sur des indicateurs. Il y a eu tout un moment de régulation pour que je comprenne bien et que je maîtrise bien les indicateurs. Et le PGDH, bah, c'était avoir un PGDH à réaliser à la suite de la formation. Donc, il prend un peu de temps à faire parce que ça fait un an que j'ai fait la formation et je suis encore en train de finir le PGDH, mais c'est pas grave, ça prend le temps et je vois aussi l'évolution à travers mon expérience de terrain sur comment je note les indicateurs dans le PGDH. Donc, ce module 2, il fait vraiment enfin, il fait vraiment partie de la formation au PGDH. Ensuite, ce qui me permet d'aller vraiment vers de l'accompagnement sur le terrain et puis d'être suffisamment sûr de moi pour accompagner des exploitants, bah, c'est voilà ma maîtrise des indicateurs du label E à travers les pré-audits, mais également de mettre en place des chantiers tests. Alors, je crois qu'on en reparlera un petit peu après, avec des agriculteurs ou sur des petites portions. On fait ces chantiers-là. Le premier, il a été accompagné par la mission Auvergne. Donc voilà, j'étais quasiment sûr en fait du résultat et du conseil qu'il fallait amener. Et aujourd'hui, je peux voir comment ça repousse et tester des chantiers tests en autonomie. Et j'ai également fait une formation bûcheronnage au CFPPA de MEMAC qui me permet de faire des accompagnements à la reprise de coupe et de mettre la main à la pâte. Donc mine de rien, avec les agriculteurs, ça compte. Et moi, ça me permet aussi de jauger la difficulté des préconisations que je vais faire par la suite. Donc du recépage, etc. J'en fais aussi sur mon temps personnel et c'est vrai que ça m'amène pas mal d'expérience. Voilà. Et pour continuer à monter en compétences, j'ai besoin de continuer les accompagnements, mais également faire partie de groupes de travail et notamment le rôle de référent régional label E m'amène ça où je peux voir des retours d'expérience, où je peux poser mes questions, et puis continuer à être en lien avec les acteurs de mon territoire qui ont plus d'expérience que moi, et on peut se nourrir, euh, on peut voilà, se nourrir les uns et les autres. Voilà, pour la montée en compétences. Merci Florentin. Il y aura sûrement des questions dans le chat, mais on va laisser David intervenir sur sa méthode pour accompagner, lui, la montée en compétences de technicien sur la thématique de la gestion durable. Oui, donc bonjour à tous. Donc, pour nous en Bretagne, donc les actions que nous menons sont diverses. Alors, tout d'abord, par rapport au déploiement du label E, donc on porte ces actions de formation avec donc à deux structures. On travaille en binôme avec Quaternens-Bresse, qui est une structure qui réunit les filières de valorisation du bois énergie et donc moi-même. Au sein de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor. Donc, tous deux, nous sommes missionnés justement par la région Bretagne pour déployer ce label A et faire monter en compétence en fait les structures, les techniciens pour accompagner au mieux en fait les agriculteurs, les gestionnaires avec qui ils travaillent. Donc on est dans une posture intéressante parce qu'on est vraiment soutenu et politiquement et financièrement puisqu'une partie de notre poste est financée et assurée par la région Bretagne. Donc, dans la stratégie que nous avons mis en œuvre pour ce déploiement d'action, donc on a entrepris donc des formations de techniciens, donc de professionnels, de personnel, de structures qui travaillent sur le bocage. Donc, on s'est intéressé d'abord de manière privilégiée à former, sensibiliser à ce que représente le label A, toutes les structures qui sont en fait financées par la région Bretagne dans le cadre du programme Brest-Bocage. Donc, mine de rien, ça correspond à 55 ETP à l'échelle de la Bretagne et dans la réalité à peu près physiquement à 80 personnes, puisqu'il y a pas mal de temps partiel. Et puis ensuite, on s'est intéressé aussi à former les personnels d'autres structures. Donc, effectivement, donc on a lancé ces formations. Donc d'abord en leur faisant une première formation sur ce que représentait le label A,
ce que représentait la gestion durable des haies. Donc, on a ciblé d'abord, donc, comme je l'ai dit, les techniciens bocage des EPCI, des bassins versants qui animent ce programme Bresse Bocage. Mais rapidement, on a élargi à toutes les structures agricoles qui travaillent sur la question. On a été amené aussi à former des personnels de coopératives qui s'intéressent de plus en plus à la gestion durable des haies, des personnels, donc des collègues à moi, hein, de fédérations de chasseurs, des entrepreneurs aussi d'entreprises de travaux forestiers, de travaux agricoles qui ont été amenés à être formés. Donc tout d'abord, on a abordé avec elles, avec ces personnes, donc le niveau relais du label haie. Donc à présent, on a formé en 2 ans et demi, 91 personnes où on présentait les objectifs, les enjeux de la valorisation et de la gestion durable. On présentait forcément le cahier des charges gestion et distribution du label, donc avec un gros focus sur la gestion, avec une partie théorique en salle le matin, une partie pratique l'après-midi sur le terrain, où ça permettait d'aborder les indicateurs et surtout ce qu'ils représentent et ce à quoi ils servent pour apprécier justement la qualité de cette gestion durable. On abordait aussi la certification et la progression. Et puis les personnes qui ont été formées à ce premier niveau, on les invitait à suivre le deuxième niveau du label, le niveau auditeur. Donc à ce jour, on a formé 66 personnes. Alors par contre, on s'est rendu compte d'une chose au tout départ, lorsqu'on a lancé cette formation, c'était un peu de graves lacunes pour pas mal d'acteurs du bocage, en fait, qui ne s'étaient intéressés quasiment qu'à de la plantation et qui avaient fait très peu de gestion. Donc, on a remodelé un petit peu notre contenu de formation et on a posé un peu le b.a.-ba, les bases, les fondamentaux des techniques de gestion durable des haies en abordant différentes formes de traitement des arbres, hein, traitement en taillis, traitement en futaie, forcément taillis sous futaie, etc. On abordait avec elle les effets des dégradations. Et puis assez rapidement, eh bien, on réabordait avec elle les indicateurs du label haie et pourquoi ils ont été d'abord sélectionnés et retenus en tant qu'indicateurs et ce qu'ils traduisent en matière de reconnaissance de gestion durable. Et voilà, donc partie théorique en salle, euh, partie terrain. Alors ensuite, au cours de nos formations, on est allé un petit peu au-delà et on a trouvé très pertinent dans notre efficacité de déploiement du label et de sensibilisation à la gestion durable. Là, on a éprouvé la nécessité de sensibiliser absolument les élus des collectivités territoriales, donc en intervenant auprès donc de présidents de PCI, auprès des maires des communes, donc en se rapprochant de l'Association des maires de France. On a aussi pénétré le monde des lycées agricoles en formant quelque part les futurs agriculteurs ou les futurs animateurs territoriaux ruraux. Donc voilà, sachant que la haie est de mieux en mieux intégrée au sein de ces lycées agricoles et aujourd'hui l'agroforesterie est abordée. Donc ça, c'est intéressant et donc on a une facilité d'accès et c'est un public donc d'abord qui est en pleine phase d'apprentissage et intéressé par les apports qu'on peut leur faire. Et puis là, prochainement, donc on va vraiment se concentrer sur les entrepreneurs des territoires, donc les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux forestiers, les CUMA, donc les gestionnaires de bord de route. Donc là, c'est des structures qu'on a ciblées et qui vont faire l'objet de sensibilisation, à défaut de formation au sens du terme, mais au moins les sensibiliser à ce qu'est une haie en bon état de conservation et surtout les pratiques de gestion à entreprendre pour les conserver en bon état de conservation. Évidemment, en parallèle, on est amené donc à accompagner des OCG et intervenir auprès d'agriculteurs. Donc là, c'est forcément, ce sont eux les gestionnaires. Donc, mais dans notre stratégie, on a plutôt été amené à former leurs animateurs de groupe. Et voilà, et donc assez rapidement, donc par rapport à les gens qu'on a sensibilisés au niveau 2 du label haie, c'est de les amener assez rapidement à devenir des auditeurs à part entière ou des pré-auditeurs à part entière, et donc en les reconnaissant comme tels, ce qui n'est pas encore totalement le cas pour l'intégralité des gens qui ont été amenés à être formés à ce niveau. Voilà, je vous remercie. Merci David. Et on va poursuivre du coup avec la partie sur l'accompagnement des agriculteurs au changement de pratique et justement toutes les questions que j'ai vu passer dans le chat par rapport au PJDH, Paul va l'aborder tout de suite.
Paul, on t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Donc effectivement, on a, 3e étape, voilà, vous avez une formation ou en tout cas un niveau de formation et de compétences, vous l'avez déjà, mais vous venez de l'acquérir pour accompagner, les agriculteurs au changement de pratique. Donc là, il y a plusieurs étapes aussi en fonction des compétences que vous avez pour commencer, cette action de gestion durable. Alors la première, c'est, le pied de haie. Bon alors c'est une forme de diagnostic, simplifié, que l'on a inventé, mis en place, testé déjà à maintes reprises. David Florentin, vous pourrez aussi témoigner là-dessus. Et puis, la Sigma Énergie également avec qui on a voilà collaboré pour inventer ce dispositif-là. Mais donc ça permet d'établir un premier diagnostic, sur le terrain en 2 heures avec, plusieurs personnes, donc agriculteurs ou agents communaux ou habitants. Le mieux, c'est quand c'est un public mixte. Alors il faut par contre qu'il y ait des agriculteurs en majorité, que ce soit le public cible, sinon ce n'est pas éligible, au pacte. Mais ça permet vraiment de pouvoir, relever un certain nombre de critères, sur l'état écologique de la haie de façon, succincte, rapide et tout de suite de pouvoir relier, l'état, écologique de la haie. Donc, le mieux, c'est d'aller sur une haie en état dégradé et une haie en bon état pour bien voir la différence et puis, de relier, cet état avec hem, les effets naturels, en fait, de la haie sur les fonctionnalités écologiques. Donc, par exemple, pour l'eau, il y a 6 effets qui ont été relevés, qui permet d'améliorer, la qualité et la quantité d'eau. Et donc d'atteindre l'optimum de cette fonction écologique, écosystémique, mais c'est relié à des caractéristiques physiologiques de la haie. Donc, la plupart de ces critères, enfin tous ces critères sont extraits, du PJDH. Donc, ils se relèvent facilement sur le terrain et donc, c'est vraiment une première approche et accroche et donc le but, c'est que les participants puissent faire ce relevé, eux-mêmes en regardant la haie et de le partager, ensuite, en collectif et de pouvoir, bah, avoir un regard, beaucoup plus affûté sur l'état qualitatif des haies et de l'impact que peut avoir aussi, des pratiques d'entretien dégradantes ou au contraire, de gestion qui sont régénératrices ou de pratiques agricoles adjacentes. Donc c'est pour mettre le pied à l'étrier, c'est idéal donc je pense qu'Amélie ou ou Florentin ou David, vous pourrez témoigner aussi dans le chat ou après aux questions et c'est vraiment, très facile pour commencer. Et puis après, il y a la question du chantier test, mais ça Florentin en parlera aussi. Qui permet aussi d'avoir, parce que souvent on dit: «Ah oui, mais telle pratique de gestion durable sur mon territoire, personne, ne l'a encore jamais fait, qui me dit que ça marche?» Il y a plein de pratiques qui ne semblent pas faisables. Je sais pas, recéper une haie qui était taillée au carré, enlever la haie dans la clôture dans la haie et donc là, l'idée, c'est d'avoir quelques chantiers test vitrines chez des agriculteurs qui sont un peu ambassadeurs, qui sont prêts à tester les choses et sur lequel vous pourrez revenir pour faire aussi, vos pieds de haie ou, votre retour d'expérience à d'autres agriculteurs, ou d'autres acteurs. Donc c'est vraiment, des chantiers de référence un peu partout dans le territoire, vitrines qu'on vient revoir et voir comment la haie réagit, repousse derrière, se déploie et c'est ouais, c'est très fort, assez simple aussi à mettre en place. Donc choisissez des visibles et avec des agriculteurs engagés, et prêts à y aller. Voilà, ensuite, donc Emma va vous mettre le lien dans le chat, mais ce qu'on vous propose aussi et qui est tout nouveau, donc c'est vraiment la nouveauté, d'aujourd'hui. Donc dans le cadre du label E, on a mis en place un système d'auto-évaluation. Donc ce sont vraiment des questions très simples qui s'adressent, à l'agriculteur sur sa pratique. Donc c'est vraiment, comme un petit questionnaire, individuel, et qui permet en un coup d'œil, pour lui de s'évaluer en fonction de sa pratique, s'il est, éligible ou non au label E et quels sont les indicateurs, si ça bloque, qu'il doit, faire évoluer. Donc ça, c'est vraiment, une première étape aussi assez rapide que vous pouvez faire avec un agriculteur au téléphone, par exemple, et en remplissant avec lui, cette auto-évaluation. Ça vous permet déjà de voir, comment est-ce qu'il se situe et s'il est prêt à aller plus loin.
Et le aller plus loin, bah, c'est réaliser un pré-audit, donc label E, donc ça, c'est bien éligible au pacte, hein, tout ce que je vous dis là. Pré-audit label E, c'est très simple, donc Florentin en parlait juste avant. Donc bah, c'est un audit en fait label E, mais qui n'a pas de valeur de certification immédiate. Donc ça permet vraiment de sélectionner donc d'avoir 3 haies qui sont regardées sur le terrain. Donc ça se passe sur le terrain, c'est 2 heures avec l'agriculteur et bah, on relève les indicateurs du label E. Alors, vous n'êtes même pas obligé d'expliquer tous les indicateurs à l'agriculteur, mais de lui en tout cas de l'amener et de lui apporter des conseils sur sa pratique et ce qu'il pourrait améliorer. Et à la fin, ça permet de dresser un rapport d'audit, très simple, que l'agriculteur pourra garder et qui fait le bilan, en fait, des points qu'il doit améliorer dans sa pratique et ce qu'il a déjà bien acquis. Et donc lui, ça lui permet aussi de tout de suite se dire: «Est-ce que, bah, je peux aller chercher, le bonus et dans la PAC?» Parce que c'est l'intérêt aussi du label et c'est que ça permet d'aller chercher ce bonus et alors bien sûr qui nécessite encore d'être, revu à la hausse pour son montant, mais c'est déjà une première marche et donc voilà. Donc vous, ça vous permet vraiment d'avoir, et de donner tout de suite un diagnostic avec 3 et sur l'exploitation agricole. Donc de ne pas faire tout le PGDH, pour un agriculteur qui, s'il faut, n'ira pas plus loin, dans la démarche, mais a besoin de mûrir un peu sa réflexion. Vous avez déjà au moins un 1er et lui a déjà une première évaluation de sa pratique. Donc c'est vraiment un diagnostic assez simple aussi, des pratiques, de gestion de l'agriculteur. Hem, voilà. Et puis bien sûr, pour aller plus loin, c'est la réalisation des PJDH. Quand là, vous savez que l'agriculteur, il est prêt à aller plus loin, faut pas commencer tout de suite par les PJDH parce que là, c'est vraiment, jeter des fois donner de la confiture, au cochon, c'est ça l'expression. Parce qu'effectivement l'agriculteur, bah, sera pas forcément, réceptif en fait à toutes les préconisations, qui sont amenées à travers le PJDH. Donc c'est un diagnostic, très, très complet, qui a le mérite après à l'agriculteur d'avoir la programmation, de ses interventions de gestion, un indicateur de biodiversité de toutes ces haies, un module carbone s'il veut aller, aussi sur la question de la valorisation carbone. Et puis, qui permet aussi, voilà, d'avoir une cartographie exhaustive, rattachée à la cartographie, nationale, la BDE, de l'IGN. Donc il y a vraiment, là, on va plus loin dans la marche, aussi d'accompagnement de l'agriculteur et donc comme le disait Emma, donc je vous ai mis dans le chat, on a réalisé parce que vous êtes nombreux à nous demander combien de temps ça prend un PJDH, c'est très variable. Vous l'avez dit Florentin et Amélie. C'est très variable dans le temps, en termes de temps entre, bah, effectivement un linéaire de haies, qui est plus ou moins grand, s'il y a beaucoup de linéaires à parcourir parce qu'on va avoir toutes les haies de l'exploitation, c'est vraiment un recensement exhaustif, en fonction de l'hétérogénéité de ces haies, en fonction de l'éclatement du parcellaire, de la topographie, parce que si c'est que des pentes et des descentes, ça va prendre du temps pour marcher. Donc c'est pas le relevé des indicateurs et le reporting qui lui est automatique, qui prend du temps, mais c'est vraiment le temps sur le terrain pour parcourir toutes les et ça, c'est incompressible. Donc on a établi un outil, de calcul du temps passé par PJDH avec, plusieurs, utilisateurs du PJDH. Donc merci beaucoup, à eux aussi pour la construction de cet outil. Donc là, vous pouvez remplir un certain nombre de facteurs clés, la taille de l'exploitation, la densité bocagère, le temps de déplacement entre votre siège et le lieu, parce que si vous parcourez tout un département ou une région, là, ça va commencer à faire beaucoup et voilà, le nombre d'heures, que vous faites par journée et là, ça va vous donner, en fait, des fourchettes, de temps passé par PGDH. Donc ça, c'est téléchargeable sur le site de la fac aussi pour vous permettre de dimensionner au mieux le temps passé, sachant que vous avez, dans les instructions techniques des DRAF, enfin de l'appel à projet du pacte, un nombre de jours, et un montant, forfaitaire de 2 800 € au total. Donc ça, c'est, le nombre de jours n'est pas en fait, on avait demandé une précision aussi là-dessus. Le nombre de jours n'est pas un forfait, enfin, n'est pas obligatoire. Ce qui va compter, c'est vraiment le forfait en termes de coûts passés. Donc 2 800 € par, PGDH réalisé, maximum.
Voilà. Et puis, pour la dernière étape, c'est l'accompagnement à la progression des pratiques dans le label E. Et donc, bah là, effectivement, les différents pré-audits que vous aurez réalisés ou les audits que vous aurez réalisés dans le cadre d'une OCG, par exemple, aussi, bien, c'est de pouvoir, proposer des formations, enfin des journées techniques, pardon, pas formation, des journées techniques, pour les agriculteurs, afin qu'ils aient des clés, soit techniques, soit scientifiques, par un intervenant extérieur. Donc, là, vous pouvez faire appel à un élagueur bûcheron, un spécialiste de la biodiversité, du lierre, que sais-je, qui va permettre de pouvoir passer des points de blocage, parce que vous allez vite voir qu'en fait, il n'y en a pas forcément 50 de points de blocage sur un territoire. C'est souvent les mêmes, hein, ils sont récurrents. Il y en a 3-4 donc voilà, la meilleure manière aussi de les dépasser, c'est de pouvoir, monter ces journées techniques avec aussi d'autres agriculteurs qui témoignent, et qui ont déjà passé ces points de blocage. Donc là, n'hésitez pas aussi à contacter des territoires voisins. C'est possible, vous pouvez voisins ou même un peu lointains. Donc, en Creuse, vous allez faire un voyage et puis même les Hauts alors je sais que les Hauts-de-France vont en Mayenne et que la Creuse, vous allez également en Mayenne. Donc c'est une terre, d'accueil. Et donc n'hésitez pas aussi à prendre le temps d'aller voir, ce qui peut être fait ailleurs et d'embarquer, quelques acteurs, agriculteurs ou autres acteurs avec vous. Donc voilà, de croiser, les pratiques avec d'autres territoires, c'est toujours intéressant et le pacte permet aussi ce financement-là, financement de ces actions. Voilà, Super. merci. Eh bien, Florentin, je te laisse la parole pour me parler notamment des chantiers tests, mais d'autres choses si tu veux répondre au passage aux questions dans le chat. Donc nous, c'est assez neuf, hein, c'est une dynamique nouvelle. Au-delà donc du diagnostic qu'on a réalisé sur l'ensemble de la Creuse, diagnostic qualitatif des haies et diagnostic social, on a fait un gros travail aussi de sensibilisation des élus pour avoir un portage politique de les thématiques. Mais donc au-delà de ça, directement auprès des agriculteurs, moi, la stratégie que je mets en place aujourd'hui, des agriculteurs sensibilisés, et souvent en bio, mais pas que, m'appellent pour avoir un PGDH. Et souvent, ce sont des agriculteurs qui n'ont pas la vision de la gestion durable. Donc, ce que je propose, c'est de faire un chantier test pour qu'ils puissent tester en fait la gestion, voir par eux-mêmes ce que c'est. Alors souvent, c'est eux qui vont le faire à la tronçonneuse, mais dans l'avenir, l'idée, c'est aussi d'avoir des entreprises qui pourraient intervenir et avoir des chantiers clés en main qui pourrait être fait. Et dans la foulée de ce chantier test, l'idée est de proposer un diagnostic de leur pratique de gestion. Et donc, c'est ce que propose le pré-audit du label E. Donc, en fait, le label E sur le territoire de la Creuse, on va l'aborder de deux manières. Soit par un outil de diagnostic pour des agriculteurs qui n'iraient pas vers la certification, soit un accompagnement vers la certification pour des personnes qui souhaiteraient vendre des gestionnaires qui souhaiteraient vendre du bois. Et où là, la certification est extrêmement importante pour assurer la durabilité et la qualité de la plaquette en termes de gestion. Donc vraiment, nous, notre argument par rapport au pré-audit, et d'ailleurs, on en fait également dans des contrats territoriaux, milieu aquatique, donc financés par les agences de l'eau, c'est vraiment d'utiliser le pré-audit pour faire un diagnostic. Et c'est ce que je me rends compte sur la Corrèze, après avoir fait une vingtaine d'agriculteurs sur le plateau de 1000 vaches, c'est que ça permet quand même d'avoir une bonne vision des pratiques de gestion d'un territoire aussi. Et ça donne des arguments derrière pour nous au niveau stratégique et politique quand on échange avec les élus. Et ça permet à l'agriculteur d'avoir lui aussi un état des lieux de ses pratiques sur sa ferme et des possibilités d'aller vers la gestion durable, quel levier il faut actionner. Donc voilà pour ça. Et donc le PGDH arrivera dans une étape après, quand les agriculteurs auront bien vu et voudront s'engager dans la gestion durable. Là, le PGDH est vraiment important pour cadrer justement à l'échelle de l'exploitation la gestion et pouvoir programmer les travaux de manière cohérente et notamment par rapport aux priorités des
parce qu'on est un territoire avec énormément de linéaires de haies. Là, le PGDH que je suis en train de réaliser, c'est sur 200 hectares, c'est 30 km de haies bosquées. Donc, il y a un très, très gros potentiel, mais il y a aussi un très, très gros travail à faire en termes d'accompagnement pour que l'exploitant puisse vraiment prendre en main la gestion durable à la hauteur de son bocage. Donc, vraiment, l'idée d'utiliser les chantiers tests, les pré-audits, puis les PGDH dans un ordre logique, dans une chronologie logique, c'est notre stratégie sur le territoire de la Creuse. Et le pré-audit est facile à mettre en place, ça demande peu de temps de travail et ça permet d'avoir une vue quand même assez intéressante sur l'ensemble de l'exploitation. Et aujourd'hui, c'est financé. Donc c'est chouette, ça fait des restes à charge pour les agriculteurs, hein, que ce soit PGDH ou pré-audit, qui sont nuls ou de pas grand-chose. Merci Florentin. Et du coup, Paul, je te laisse poursuivre avec la quatrième étape qui est l'engagement des agriculteurs dans la gestion durable des haies et dans le label haies. Oui, alors effectivement, là aussi, on vous a tout décompacté en, en plusieurs étapes. Donc, effectivement, la première, c'est la mobilisation des agriculteurs et des agricultrices. Donc, bah, tout le travail qui a pu être fait avant avec ce qu'on vous a présenté va permettre de mobiliser les agriculteurs. Donc là, de nouveau, des pieds de haie, des pré-audits, participer à des journées d'information qui sont organisées pour les agriculteurs. Alors, je sais que dans le chat, il y en avait qui parlaient des signes de qualité ou faut pas hésiter en fait à aller à cibler en fait les organisations collectives d'agriculteurs, donc GU2E ou autres, qui vont pouvoir déjà rassembler un certain nombre d'agriculteurs à qui vous allez pouvoir vous adresser. Alors ça, c'est plutôt, on va dire, une mobilisation collective. Et puis après, vous pouvez aussi avoir voilà, une mobilisation plutôt individuelle avec, bah, là, plutôt suite au contact que vous avez avec un certain nombre d'agriculteurs qui peuvent venir, par exemple, sur le volet plantation et vous pouvez les amener sur le volet gestion. Donc, profitez en fait de tous les contacts que vous pouvez avoir avec les agriculteurs pour bah, voilà, les amener à intégrer cette problématique dans leur réflexion et voilà, stratégie de conduite des haies dans leur exploitation agricole. Donc ça, c'est, un temps qu'il ne faut pas négliger. Ça met du temps d'installer alors on ne l'a pas mis, ici, dans ce webinaire, ça aurait pris trop de temps, mais vous le verrez dans la trame, de réponse à l'appel à projet qu'on a constitué. Il y a tout un volet, communication, sensibilisation. C'est très important à intégrer et ça, c'est bien éligible également dans le cadre du pacte, à installer aussi, bah, voilà, un paysage, une musique en fait dans la tête, des acteurs, du territoire à travers, une communication large avec un travail avec les médias, la presse, être présent dans les salons pour aller toucher aussi les agriculteurs, réaliser des vidéos qu'ils pourront voir. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez aussi, réaliser en termes de communication qui permettra de mobiliser les agriculteurs. Donc ça, n'hésitez pas à l'intégrer et je parle aussi surtout, j'ai oublié, du concours général agricole. Ça aussi, ça peut être éligible, au pacte. Donc, toute l'animation pour, monter un en local le concours général agricole, avoir, des lauréats, un jury et proposer, des candidats au national, c'est possible et je pense que beaucoup d'entre vous, qui êtes présents, vous avez des bons retours d'expérience sur l'organisation du CGA et la plus-value que ça a pour animer un territoire, valoriser les pratiques. Donc, je rappelle, il y a deux catégories dans le CGA. Il y a la catégorie implantation et la catégorie gestion. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en lumière des agriculteurs, agricultrices, enfin, exploitations agricoles qui sont vraiment vitrines sur cet aspect-là, avec le tampon institutionnel CGA. C'est un exemple important et intéressant. Après, il y a la question, une fois que vous avez réalisé vos pré-audits auprès de ces agriculteurs, vous voyez qu'il y en a un certain nombre qui atteignent au moins le niveau 1 du label E, eh bien, vous pouvez dresser, et qui sont prêts à s'engager, dresser la liste de ces agriculteurs pour constituer le premier noyau d'agriculteurs qui va s'engager dans le label E et la gestion durable.
Donc là, c'est basculer ces pré-audits en audit de certification dans le cadre d'une certification. Alors là, on parle plutôt dans le cadre d'une certification collective. Donc ces pré-audits auront une valeur d'audit interne. Donc il faut bien avoir aussi, pour réaliser ces pré-audits, ces audits, être agréé auditeur label E. Donc avec une formation, comme l'a expliqué David, donnée par les référents régionaux label E. Donc ça vous permet voilà, de basculer vos pré-audits en audit et d'engager vos agriculteurs dans ce premier noyau qui va constituer l'OCG, donc l'organisation collective de gestionnaires. Donc là, vous avez des contrats à signer donc entre l'OCG et chacun des agriculteurs qui s'engagent, et entre l'OCG et le porteur du label et la fac agroforesterie. Donc ça permet de créer administrativement l'OCG. Donc attention, la certification label E, donc le coût de la certification, de la labellisation, de la redevance, ne sont pas éligibles au pacte. Donc ça, c'est vraiment, ça reste à charge à l'OCG. Soit c'est l'OCG qui le prend en charge. Donc l'OCG, ça peut être endossé par n'importe quelle structure morale, un PNR, un GI2E, une chambre d'agriculture, une fédé de chasse, que sais-je, une collectivité. Donc, soit elle décide de prendre en charge 100% des coûts de labellisation, soit elle le reporte pour chaque agriculteur engagé. Donc, ça n'est pas couvert par le pacte. Par contre, l'accompagnement à la gestion durable dans le cadre d'une labellisation, ça, c'est éligible aux dépenses. Voilà. Donc après, si c'est pas en OCG, donc Florentin pourra témoigner aussi, et que c'est plutôt en certification individuelle, parce qu'il le fait dans le cadre des PSE expérimentaux d'Adour-Garonne. Donc là, ce ne sont que des certifications individuelles. C'est plus une coordination entre les agriculteurs et l'organisme certificateur Certis pour faire coordonner les audits externes, faire que ça puisse être en même temps et suivre les démarches administratives pour aller au bout de la certification sur ce volet-là, et puis faire des pré-audits pour aussi bien vérifier que tout est OK avant le passage de Certis. Donc là, il y a un enjeu quand même de coordination, même si ça n'est pas dans le cadre d'une OCG. Donc l'OCG, ça a l'avantage de donner un guide d'animation. Et puis, quand l'OCG est formé, commence à se roder, eh bien, c'est tout l'enjeu de l'animation aussi de cette OCG. On parle de management, donc c'est pouvoir suivre régulièrement, faire les audits tous les 2 ans pour voir la progression dans les différents niveaux et agrandir le périmètre de l'OCG, donc en intégrant des nouveaux agriculteurs. Et donc là, pour faire progresser dans les pratiques, c'est toute l'animation à la gestion durable qu'on a présentée avant. Donc, c'est réaliser des chantiers tests, des journées techniques, des pieds de haie, en collectif ou en individuel. Donc, il y a tout un temps, en fait, d'accompagnement du changement de pratique. On va le voir juste après aussi, d'organisation pour qu'il y ait aussi des chantiers clés en main, parce que tous les agriculteurs ne prendront pas une tronçonneuse ou ne reviendront pas forcément, auront peut-être des réticences ou des difficultés à aller sur la gestion des haies par eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut agir aussi auprès d'autres acteurs pour mettre en place tout un dispositif d'accompagnement à la gestion durable des haies sur son territoire. Mais voilà, comme tu dis, on avance. Donc pour témoigner sur la manière dont on mobilise un groupe d'agriculteurs autour de la gestion des haies, donc c'est Sandra qui va témoigner. Oui, bonjour à tous. Oui, ma caméra marche, c'est bon. Du coup, donc moi, je suis salariée de Tram et je vais vous parler d'un collectif. C'est le collectif d'agriculteurs Carabe et Canopée qui s'est constitué dans le cadre d'un projet recherche-action qui était porté par Tram, mais aussi de nombreux partenaires. Et ce projet a un peu la particularité, c'est pour ça que c'est un petit peu spécifique, mais on va voir le lien avec la gestion durable, visait à expérimenter la mise en place de PSE privés, complémentaires à des politiques publiques, en coopération avec des acteurs du territoire et surtout à l'initiative de collectifs d'agriculteurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réuni dès juillet 2020 sur un territoire qui s'appelait le territoire de la Vallée de la Seiche, des agriculteurs issus de différents réseaux, GEDA, CETA, on parlait de collectifs d'agriculteurs tout à l'heure, avec des systèmes très différents, mais aussi des productions différentes.
Et pour recruter ces agriculteurs, enfin, c'est un petit peu un principe un peu méthodologique qu'on s'applique nous, c'est de s'appuyer sur des agriculteurs leaders du territoire et qu'on estimait en capacité de mobiliser leurs réseaux respectifs. Donc, une des agricultrices, c'était assez facile d'ailleurs, était déjà à l'initiative du projet LabPS. Alors, ce qui s'est passé, c'est que s'appuyer sur des réseaux actifs comme les GEDA et les CIVAM dans notre cas a permis de faciliter la mobilisation, car les agriculteurs ont déjà des habitudes de travail en collectif, donc même s'ils ne se connaissaient pas, il y a une sorte déjà de fonctionnement un peu du collectif. Et puis, intra-groupe, il y a déjà des niveaux d'interconnaissance ou au moins de reconnaissance entre eux. Donc, lors de la première rencontre, qui a permis la constitution du collectif autour de la gestion durable, on va y venir, ces 7 agriculteurs, malgré leurs différences, ont trouvé un consensus et ont décidé de travailler autour de la haie et tout de suite ont réussi à se définir des objectifs communs malgré le fait qu'ils ne se connaissaient pas. Alors pour ça, pour y parvenir finalement, et c'est ça que je témoigne, c'est que le rôle d'animation globale et non pas technique a été central à la fois pour créer un cadre de confiance, de fonctionnement, favoriser l'expression de chacun, mais aussi traiter les divergences de points de vue pour parvenir à des consensus et à quelque chose de partagé. Donc là, une fois le groupe constitué, donc autour de son sujet qui était la haie, avec effectivement cette idée de valorisation aussi à travers un PSE, tout l'enjeu a été de maintenir cette dynamique collective dans le temps et autour de ces fameux objectifs partagés. Donc très vite, le groupe a ressenti le besoin d'identifier les services bien sûr rendus par la haie, à quelles conditions ils étaient rendus et surtout comment les évaluer. Donc, pour alimenter leur réflexion, il semblait nécessaire d'identifier, de mobiliser d'autres acteurs, notamment des experts ou acteurs locaux. Alors, pour ça, ils se sont très vite appuyés sur leur réseau déjà de connaissances locales, le technicien bocage local pour l'un, un élu pour l'autre, mais aussi sur la structure, on va dire, d'animation, donc c'était moi l'animatrice, et aussi les partenaires un petit peu donc, du métaprojet LabPSE, puisque dedans, on avait notamment Bretagne Vivante et la Fédération régionale des chasseurs. Et c'est comme ça qu'on a été amené à solliciter David Roland, que vous avez entendu tout à l'heure, de la Fédération départementale des chasseurs, pour tester, c'était une idée comme ça, le plan de gestion durable de la haie comme étant un potentiel outil de diagnostic. Mais finalement, quand David est intervenu, il s'est avéré que cet outil n'était pas suffisant, ne permettait pas de garantir le résultat dans le cadre d'un PSE. Et David a alors évoqué la question du label haie, qui pouvait permettre et qui était un outil intéressant pour justement garantir la gestion durable des haies. Alors là, s'est enclenché plusieurs journées de terrain, vous les avez évoquées et présentées, des séquences au pied des haies, des journées de formation, des temps d'échange aussi entre agriculteurs afin de gérer tout ça, pour découvrir le label haie. Et c'est là que, via aussi toujours ce contact, ce partenariat avec David, CBB35 a été impliqué et mobilisé dans le projet, mais aussi d'autres acteurs comme Bretagne Vivante, Haut-et-Vilaine, des collectivités locales avec les techniciens bocage pour travailler aux côtés des agriculteurs dans cette appropriation de la bonne gestion de la haie. Alors, je ne vais pas vous le cacher, au départ, ça a été assez laborieux parce que le label, et David pourrait en témoigner, a été perçu très vite par le groupe un peu comme élitiste, pas accessible, mais malgré tout intéressant pour nourrir leur réflexion dans l'idée de construire un référentiel qui permettrait de valoriser leurs travaux autour de la haie, dans le cadre d'un PSE. Et du coup, lors des ateliers d'échange entre agriculteurs, et ça c'est très très important dans l'idée de mobiliser, de constituer un collectif d'agriculteurs, ils ont pu détricoter ces indicateurs, les critiquer, même remettre en cause certaines choses, etc. Et finalement, c'est tout ce travail qui a duré à peu près 1 an, qui alternait entre journées techniques, journées d'échange, journées terrain, qui a permis de s'approprier les connaissances apportées par les différents acteurs que j'ai pu citer sur la question de la gestion durable et surtout de favoriser aussi l'interconnaissance entre eux et donc de nouer quelque chose de fort et de créer vraiment un groupe axé sur la bonne gestion de la haie. Et régulièrement, en parallèle, dans ce cadre de ce projet, qui du coup tournait maintenant autour de la gestion durable de la haie, un comité d'expertise locale réunissant les agriculteurs, les acteurs que j'ai pu citer, locaux et même un peu élargis, ont permis à chaque fois de partager les points de vue, ce qu'avançaient les agriculteurs, les connaissances, et finalement de valider chacune des étapes du projet. Et en octobre 2021, donc 1 an après, il y a eu une sorte de déblocage, puisqu'ils étaient partis pour construire eux-mêmes leur cahier des charges. Il s'est avéré, avec les premiers pré-audits réalisés par Pierrick Cordouenne du collectif Bois Bocage 35, que les agriculteurs étaient finalement tous éligibles au label. Et depuis,
ils sont labellisés l'an passé, là, en fin d'année dernière, et ils ont rejoint l'OCG de CBB35. Et donc, cette dynamique qui était très rythmée, hein, parce que depuis 2020, ce collectif a organisé plus de 45 rencontres, donc jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été rendu possible grâce à une animation globale, pas que technique, qui a permis de maintenir la mobilisation dans le temps du collectif, d'organiser les réunions, d'instaurer une réelle coopération territoriale aussi autour du projet partagé, d'élargir au-delà du collectif d'agriculteurs, mais aussi a permis de réaliser des temps de valorisation, Paul l'évoquait tout à l'heure, de mise en lumière du collectif, puisqu'on a pu aussi organiser des événements. Ils ont répondu aussi à des concours ou appels à projets auxquels ils ont été lauréats, donc qui ont permis aussi de maintenir cette motivation et cette dynamique autour de la haie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la coopération territoriale s'est formalisée avec la création d'une association multi-acteurs qui regroupe ces différents acteurs, dont des collectivités aussi et des citoyens, qui s'appelle Carabi Canopée. Donc, elle a été créée en avril 2023 et qui porte aujourd'hui cette fameuse offre de PSE, mais pas que, toute une action à volet sensibilisation autour de la gestion durable de la haie à l'échelle du territoire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, merci beaucoup Sandra pour ce témoignage. N'hésitez pas à poser des questions pour en savoir plus sur tout ce processus d'accompagnement des agriculteurs sur la thématique de la gestion durable dans le chat. Pour le moment, il n'y a pas encore de questions, Sandra, mais voilà, si tu peux rester un tout petit peu si jamais il y en a qui arrivent. Merci beaucoup en tout cas. Paul, est-ce que tu as vu d'autres questions pour le moment? Non, là, non, pas sur le sujet là exactement qui nous concerne. Donc, non, non, je pense que c'était. Merci beaucoup, Sandra, en tout cas, pour ta présentation très, très éclairante et motivante. Donc, ça te donne envie. Bravo pour ce travail d'animation de territoire. La dernière étape qu'on souhaitait aborder avec vous, c'est la mobilisation des acteurs réalisant des chantiers de gestion. Donc, Amélie témoignera après moi et témoignera sur le territoire de la Mayenne pour vous donner encore une fois un peu la trame qu'on conseille de suivre. Après, voilà, encore une fois, ce sont juste des conseils sur des territoires qui démarrent sur la thématique de la gestion durable pour identifier. La première étape, ça reste quand même d'identifier l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des chantiers. Donc, c'est d'associer à chaque étape de l'itinéraire technique de la gestion des haies des acteurs qui puissent intervenir aux différentes étapes, parce que c'est pas forcément un seul et même acteur qui intervient de la coupe jusqu'au déchiquetage dans le cas de la valorisation en bois énergie en plaquettes ou en litière plaquettes. Et donc, c'est justement d'identifier l'ensemble de ces acteurs qui peuvent intervenir à ces différentes étapes. Et une fois que ces acteurs-là sont identifiés, c'est vraiment d'assurer leur montée en compétence, c'est-à-dire d'homogénéiser le discours sur ce qu'est la gestion durable, se mettre d'accord sur un cahier des charges et du coup permettre une continuité du chantier avec les différentes personnes qui seront impliquées. Il y a différents modèles d'intervention, je commence à en parler, mais voilà, donc il y a différentes personnes qui peuvent intervenir tout le long de l'itinéraire technique, et ça, je laisserai peut-être Amélie en parler davantage, ça sera plus concret, et également de coordonner tous les liens entre les acteurs qui interviennent sur la gestion et les agriculteurs. Je serai peut-être pas trop longue vu du temps qui nous reste pour le webinaire. Et Amélie, je te laisse compléter avec ton témoignage sur la Mayenne. C'est bon, ça fonctionne le son? Ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Alors pareil, je vais essayer d'être quand même assez concise. Donc en Mayenne, donc voilà, j'entendais, on a un peu cité territoire. Voilà, effectivement, la filière bois, ça fait une vingtaine d'années qu'on est sur la filière bois déchiqueté qui a commencé à se développer donc sur le territoire.
Donc il y a eu une structuration de la filière et donc se posent certaines questions maintenant. Donc en fait, nous, nos agriculteurs, donc on travaille beaucoup avec, le label haie, donc comme, outil, comme guide pour se dire, voilà, quels gestes on demande, pour s'assurer en fait que la haie, elle va assurer tous les services que l'on attend. Et du coup, au fur et à mesure, un petit peu d'apprendre, d'expliquer les gestes et ce qu'on attend aux agriculteurs, on a commencé, certains agriculteurs donc font tout, eux-mêmes et puis d'autres, veulent faire les choses pour différentes raisons. Et donc faire intervenir des prestataires. Donc on démarre de là en se disant: «OK, sauf que, bah, si l'agriculteur, fait intervenir un prestataire, il est quand même responsable des gestes et de ce que va faire le prestataire et selon ce qui est fait, ça peut ne pas être en cohérence avec ce qu'on va attendre en termes de résultats par rapport à certains indicateurs du label haie». Donc on démarre de là et on se dit, voilà, comment on peut, se servir des indicateurs du label comme outil pédagogique pour parler de gestes techniques pratiques de coupe sur les arbres et comment s'assurer, que ça en tout cas les pratiques et les gestes vont correspondre. Donc on a commencé par faire donc déjà c'était un peu un listing, de bouche à oreille, et puis, en prenant aussi, l'annuaire, de se dire, voilà, quelles sont les entreprises, les personnes en tant que grimpeurs et lagueurs, qui vont, intervenir en Mayenne? Quel est leur secteur d'activité, type de matériel et cetera et cetera? Notamment, est-ce qu'ils travaillent plutôt que sur des arbres en ville ou est-ce qu'ils vont faire aussi de la haie bocagère? Parce que voilà, tous les grimpeurs ne font pas, n'abordent pas les choses, de la même manière. Ils ont une très grande technicité en général, sur des arbres particuliers et donc on part de là et on a réussi à faire des temps d'échange pour leur expliquer ce que nous on attend et comment eux, ils peuvent travailler et si les choses peuvent être en cohérence. Donc c'était aussi en lien avec, on a une CUMA départementale qui possède 2 déchiqueteuses, donc qui rayonnent dans tout le département et en fait, elle s'est équipée cette année, d'une tête d'abattage et c'était, eux, dans leur tête, c'était sûr et certain et clair que: «OK, on fait intervenir, on a une nouvelle activité d'abattage, mais on sait très bien qu'il faut repasser derrière le végétal», ce genre d'outil, est très pratique, d'un point de vue mécanique, sécurité de chantier et puis débit de chantier, mais pour le végétal, il faut pas laisser ça en l'état, il faut reprendre les coupes et donc c'était aussi de se dire, eux, ils voulaient, bah, pouvoir proposer une liste, du coup, de personnes, de professionnels qui puissent, bah, voilà, que les agriculteurs qui ne voulaient pas le faire, voulaient pas toucher à la tronçonneuse, au moins ils puissent se rapprocher de professionnels, qui pouvaient le faire. Et de s'assurer de leur travail. Donc ça, c'était un premier jet, donc ça, c'était l'hiver dernier et cet hiver qu'on a travaillé là-dessus. Donc là, en cours cet hiver, on est plus sur aussi, bah, du coup, les ETA, donc les autres entreprises qui vont être sur de la mécanisation, des chantiers, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Aussi en termes de lamier, on était interpellés par des entreprises qui pratiquent du lamier en disant: «Bah, en fait, ça me rend un peu malade de faire du lamier à tour de bras et de voir, des tas et des feux un peu dans tous les coins de champ. Est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement? Donc on démarre aussi de là. Donc c'est encore, en cours, c'est pas évident, c'est plus difficile d'un sens de réussir à capter ce public-là. Mais en tout cas, l'objectif est d'essayer de faire évoluer, d'essayer de voir quel compromis, quelle pratique, qu'est-ce qu'eux, ils pourraient aussi, potentiellement proposer chez les agriculteurs qui seraient, sensibles sur lesquels ils pourraient aller. Et donc le dernier, partenariat qu'on est en train d'essayer, d'élaborer, et là, c'est un travail de partenariat aussi démarré avec, plutôt des collectivités et avec, initié avec le département de la Mayenne sur le travail sur tout ce qui est et bord de route. Bref, avec, le déploiement chez nous de la fibre, en fait, a fait beaucoup, beaucoup de dégâts sur les haies, a laissé beaucoup de traces aussi dans les esprits
Et c'est de se dire: «Bon, on a nous aussi été interpellés par nos sociétaires qui sont labellisés Label A, qui font les choses entre guillemets, correctement d'un point de vue gestion et puis en fait, le service doit y passe et tout le travail, qu'ils ont voulu faire pour mener des arbres, bah, il y a plus d'arbres. Donc c'est assez difficile pour eux. Donc c'était aussi de faire cette médiation, pour pouvoir les accompagner, au mieux, là-dedans et donc avec, la collectivité, donc là, l'objectif, c'est de faire aussi une montée de compétences, aussi bien d'un point de vue, élus, responsables techniques, agents territoriaux, heu, pour, se dire, bah, comment, est-ce qu'il faudrait rédiger et évoluer, enfin, aller aussi vers, une rédaction peut-être de cahier des charges, d'appel d'offres, quand il y a un prestataire extérieur. Voilà, donc on est un petit peu aux prémices de tout ça, avec peut-être un guide méthodo, enfin voilà. On est en prémices, mais ça fait partie des sujets, d'actualité, en Mayenne également, de pouvoir avancer, d'aller encore plus loin en fait dans les filières. Oui, j'ai fini Emma. Merci Amélie. Et oui, on a déjà passé l'heure et je vois le nombre de participants qui diminue. Merci beaucoup Amélie pour ce témoignage très riche et bah, n'hésite pas à compléter dans le chat si je t'ai coupé, j'en suis désolée. Et Paul, je te laisse conclure ce webinaire. Oui, merci beaucoup. Merci Amélie. Et donc j'étais justement en train de répondre aussi sur le chat sur bah, quel intérêt aussi d'aller vers le label E pour les agriculteurs, de se labelliser. Donc au-delà d'être accompagné techniquement et d'avoir un guide voilà, en termes de méthodologie de gestion durable de ces haies, c'est aussi un outil de valorisation économique. Donc, tant sur la filière, les voies de valorisation directe du produit bois avec les filières bois énergie, même paillage. Enfin, vous, la SIC, Mayenne Bois Énergie, vous le déployez aussi, hein. Le bois d'œuvre, alors qui n'est pas encore mis en place dans les territoires, mais qui a vraiment un potentiel extraordinaire. La litière plaquette animale qui de remplacement de la paille quand elle commence à coûter très cher et piquet de clôture, fourrage, donc c'est plutôt de l'autoconsommation. Mais souvent on ne fait pas que de l'autoconsommation, on a toujours quelque chose en plus qu'on peut valoriser. Donc on peut commencer avec de l'autoconsommation, être guidé voilà, dans sa pratique pour augmenter son volume de bois sur pied aussi, parce qu'une meilleure gestion du RD, c'est augmenter sa biomasse. Et donc et puis aller, ensuite sur des valorisations externes comme la filière bois, bois plaquettes. Donc il y aura d'ailleurs l'appel à projet filière biomasse qui va bientôt s'ouvrir, qui va être lancé, par l'ADEME national, a priori dans ce mois, heu, d'avril, le mois d'avril, ne vous inquiétez pas, dans le mois d'avril et donc qui est un autre pan du pacte en faveur des haies, donc qui sera doté de 11 millions d'euros, donc sur une petite partie investissement, mais une grande partie animation filière. Donc quand on n'a pas de filière, qu'on démarre tout juste, c'est l'exemple de la Creuse, voilà, qui démarre sur l'aspect filière et veut monter une filière bois énergie, gérée durablement avec gérée durablement et le label E. Donc ça, ce sera possible, et financé dans le cadre de l'appel à projet filière. Donc il y a bien, un emboîtement entre l'appel à projet animation gestion, qui est vraiment sur l'accompagnement technique des agriculteurs, l'amont. L'aval, c'est l'appel à projet filière. Donc il y a bien une ligne, de démarcation pour pas qu'il y ait un dédoublement des actions éligibles. Mais donc ça va vous permettre aussi de démarrer, sur cette thématique dans les territoires et pour celles qui sont déjà en place, c'est aussi, pouvoir les consolider, les démultiplier pour augmenter, la biomasse, issue des haies gérées durablement. Et donc pas que sur l'aspect bois, énergie et litière plaquettes, mais aussi litière animale. Ça, c'est vraiment aussi une volonté de l'ADEME. Donc restez vigilants, on fera une annonce évidemment à travers les communiqués de la fac pour annoncer, le lancement de l'appel à projet filière et au webinaire à suivre. Donc bien sûr, comme l'a dit Baptiste dans le chat, voilà, soyez bien inscrits au communiqué de la fac et puis, bah, vous pouvez adhérer également, pour suivre tout ce que fait la fac. Et donc sur les valorisations indirectes,
il y a, là aussi un ensemble de volets, certains qui sont ouverts à l'échelle nationale, d'autres qu'il faut ouvrir. À l'échelle nationale, ce qui est ouvert, c'est le bonus E. Donc l'intérêt du label E, c'est la seule, labellisation qui, est reconnue à travers un arrêté, ministériel pour, aller chercher le bonus E. Donc c'est certes, c'est pas encore assez, 7 € l'hectare, mais c'est déjà beaucoup, c'est symbolique aussi. Et puis, ça a une vocation à être augmenté aussi dans la prochaine programmation PAC, prochaines années à suivre, peut-être 2025. Ça permet aussi, de voir comment appréhender aussi le carbone et la valorisation carbone à travers sa propre filière et plus largement l'approche environnementale, aux produits agroalimentaires. Donc ça, c'est tout un enjeu à RSE des entreprises agroalimentaires et coopératives qui vont être de plus en plus exigeantes et regardantes sur, la valorisation environnementale aux produits. Il y a les PSE qui sont en cours évidemment, et donc s'il y a des besoins aussi d'animation, qui ne sont pas pris en charge, bah, faut pas hésiter à répondre au pacte pour bien, se lancer, terminer, son animation PSE. Sachant qu'il y aura sûrement une nouvelle maquette de PSE qui va suivre prochainement, donc c'est quelque chose aussi qui peut être très intéressant pour développer le label E sur son territoire et permettre d'avoir une rémunération, juste aux agriculteurs. Parce que les PSE, s'il y a un volet E et une rémunération E, c'est conditionné au label E. Et puis, bah, oui, il y a les clauses dans les cahiers des charges, et on parlait notamment des signes de qualité. Ça pourrait tout à fait être, aussi, valorisé dans les signes de qualité. Voilà, pour le moment, c'est pas encore, développé, mais donc ça fait un ensemble, un bouquet de valorisation économique interne, externe, nationale ou territoriale. Mais il y a un enjeu à pouvoir, développer ces voies de valorisation économique pour vraiment installer dans la durée ces pratiques de gestion durable. Parce qu'on est très conscient que c'est la valorisation économique que l'agriculteur pourra en tirer qui fait que, la gestion durable sera maintenue sur une exploitation agricole. Donc c'est aussi tout un pan, à investir et donc l'appel à projet filière permettra de mettre un pied à l'étrier. Donc voilà, pensez bien à l'emboîtement des 2. Donc voilà, on vous a donné, une structure, générale, de réponse, à cet appel à projet, volet animation gestion. On espère que ça vous a donné des inspirations, que ça vous donne des billes pour pouvoir y répondre. Avec qualité, avec, ambition. C'est le moment ou jamais d'investir cette thématique qui jusque-là n'était quasiment jamais financée par les pouvoirs publics. Donc vraiment allez-y, jetez-vous à l'eau hem et nous on sera aussi là en accompagnement pour permettre aussi d'apporter des clés méthodologiques, de répondre, de créer des éléments, qui vous permettront, de bien accompagner les agriculteurs dans cette, thématique. Et donc n'hésitez pas à regarder parce qu'on a vraiment passé du temps à rédiger, des actions, types, de tout ce qu'on vous a présenté. Donc vous pouvez les reprendre texto pour répondre aussi à votre, voilà, mettre dans vos dossiers de candidature à l'appel à projet. Donc on va le remettre encore, dans le chat, mais n'hésitez pas, c'est libre, de droit.